Voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous nous voyez et vous nous entendez bien. Félicitations d'avoir pris du temps pour venir nous entendre avec Dr Fournier. Alors, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire dans le chat? Donc, vous avez un petit endroit pour envoyer les chats. Je vois que pour l'instant, on est un peu plus de 25. Voilà. Bonjour Steve, je te reçois bien. Donc on vous entend, peut-être les autres aussi. Voilà, Anne-Catherine, bonsoir. Eliane, bonsoir. Fabrice, bonsoir. Voilà, oh là là, il y a du monde, c'est bien. Anna-Maria, bonsoir. Erika aussi. C'est parfait. Donc, on va attendre un tout petit moment avant de démarrer parce que il faudra que la connexion se fasse, que tout le monde puisse être présent. Bonsoir Ludivine, bonsoir Nathalie, bonsoir Louis. C'est parfait, on nous entend bien. Dominique, Dr Fournier, est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Ah, il faut que tu montes un tout petit peu plus. Comme ça? Ouais, un peu plus le micro de nouveau. D'accord, alors je te garde un petit peu Là, plus il y a près. la voix est un petit peu C'est bon là? saccadée. Est-ce que c'est bon? Je t'entends par moment. Je vais garder le micro plus près. D'accord. Alors, on va juste regarder. C'est bon là? Parfait. Est-ce que toi, tu m'entends? Je t'entends très bien. Ok. Moi, j'ai un petit peu de peine à t'entendre. Et les participants, est-ce qu'il y a un Bonsoir souci avec ma voix? Enrico. Bonsoir Nina. Alors, où est-ce qu'on a? Il y a un petit retour de parasite là, quelque part. Juste redire ça. Bon, on va commencer. Alors, moi, j'ai un petit peu de problème avec le son. Je pense que ça va s'améliorer. Mais toi, tu m'entends bien, Moi, je Dominique? t'entends bien, mais est-ce que nos participants m'entendent bien, moi? Parfait. Bon. Alors, félicitations à tout le monde d'être là. Magnifique. Ça me fait plaisir d'accueillir le docteur Dominique Fournier. Docteur Fournier est spécialiste donc FMH en radiologie. C'est le fondateur du groupe 3R. Ça fait maintenant un peu plus de 25 ans qu'il s'occupe de tout ce qui est imagerie du sein. Bonsoir Dominique. Bonsoir Igor, bonsoir à tous. Voilà, donc ce soir, on va parler d'un sujet un peu particulier par rapport au dépistage du cancer du sein. C'est vrai que y a beaucoup d'entre vous, mesdames, effectivement, qui vont pour ces dépistages et souvent, on se pose la question à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on le fait, quels sont les avantages, quels sont les risques. Et puis, effectivement, donc on a eu une évolution récemment dans tout ce qui est dépistage pour le cancer du sein. Donc, le titre ce soir, c'est le dépistage du cancer du sein revisité à l'aube de l'intelligence artificielle. Pour ceux, donc, il y a un chat pendant ce webinaire. Faites-en usage, voilà, s'il y a ceux qui ont des questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre, on va les recueillir. Et puis, à la fin, donc, on va faire une foire aux questions. Et puis, je demanderai aussi à Dominique, en cours de webinaire, je ferai part de certains des commentaires. Voilà. Je sais qu'il y a aussi des médecins qui nous écoutent. Bienvenue, chers consoeurs, chers confrères. Voilà. S'il y a des médecins, volontiers, mettez aussi dans le chat pour nous dire que vous êtes là. Et Dominique, je te laisse donc démarrer. Merci Igor pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler lentement. Mon débit est habituellement beaucoup plus rapide, mais je vais faire un effort parce que je me laisse souvent emporter par la passion qui m'anime et qui vous anime.
Donc, j'ai fait ce topo parce que en septembre 2018, j'ai eu 3 femmes de moins de 30 ans qui ont eu un cancer du sein. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais essayer de partager avec vous les constats que j'ai faits, les réflexions que j'ai faites. Loin de moi de dire que j'ai toute la vérité, rien que la vérité, mais j'essaierai de donner des faits et puis qui nous permettront de réfléchir ensemble ou qui vous interpelleront, je l'espère. Donc, à partir de ce constat, je me suis dit, mais il faut peut-être maintenant faire autre chose, sortir de la routine, savoir qu'il y a des autres enjeux, peut-être changer le cap du dépistage qu'on connaît maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, de mieux, trouver des solutions, peut-être personnalisées, et puis on peut le faire que ensemble, avec les femmes, les soignants, et aussi peut-être l'intelligence artificielle qui va venir et qui est déjà un peu là. Donc, je vais prendre quelques mots-clés du titre pour les revisiter un peu. Donc, en dépistage, qu'est-ce que ça veut dire le dépistage? Eh bien, le dépistage, c'est des actions qui sont mises en place pour favoriser la détection précoce, pour pouvoir soigner plus simplement. Dans le cadre du sein, c'est de n'enlever que la zone où se trouve la petite tumeur et pas de devoir enlever tout le sein. Il y a des situations qui obligent à ça, quand le sein est petit, la tumeur fait plus de 2,5 cm par exemple. Et puis surtout aussi, c'est pour limiter les séquelles liées au traitement de radiothérapie ou de la chirurgie, par exemple un gros bras, si on fait un curage axillaire extensif, alors que maintenant, vous le savez, on essaye d'arriver au stade précoce où on enlève simplement le ganglion sentinelle, 1, 2 ou 3. Alors, c'est vrai que le dépistage du cancer du sein, il y a des polémiques. Vous avez tous entendu dans les médias, mais ces polémiques, il faut les comprendre, voir d'où elles viennent, essayer de les surpasser, de les dépasser, parce qu'il y a des bonnes choses à faire. Même si on n'aime pas la mammographie qui fait mal, même si on dit que ça ne sert à rien de faire la mammographie avant 50 ans, hein, tous ces gens-là, toutes ces polémiques, elles sont vraies, mais il y a d'autres choses à mettre en place en parallèle pour trouver un bénéfice pour chaque femme. C'est ça le but de l'histoire. Alors, revisiter pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui intéresse en fait chaque femme? C'est de savoir quel risque ai-je de développer un cancer du sein, quel dépistage pour moi, si j'ai une sœur, une fille, une maman qui a eu un cancer du sein, si j'ai moins de 50 ans, je fais quoi? J'attends 50 ans? Ou bien j'ai quelque chose qui peut m'être proposé de raisonnable? Et de 50 à 74 ans, qui est l'âge, la population qui est ciblée pour le dépistage des programmes cantonaux, est-ce que ça suffit de faire une mammographie chaque 2 ans? Pour moi, pour beaucoup de femmes, ça suffit, mais pour moi, est-ce que je suis dans les populations qui bénéficient vraiment de ça? Et la problématique des seins denses, on va s'y attacher de manière plus approfondie. Alors, comment répondre aux questions des femmes? Ben, tout d'abord, il faut de l'information objective actualisée. Et beaucoup de femmes que je rencontre, ben, elles se disent, mais moi, on m'a jamais dit que j'avais les seins denses, donc j'avais un risque augmenté. Voilà. Et quelles sont les recommandations pratiques pour moi? Quand est-ce que je dois faire un dépistage? Et puis, à la connaissance des types de dépistage, il y a plusieurs types de dépistage et les avantages et inconvénients de chacun. Si possible, d'avoir un dépistage qui est aisément accessible dans nos villes, c'est facile en Suisse, qui soit fiable, mais pour moi-même aussi, parce que si j'ai des seins denses ou des seins graisseux, c'est pas la même fiabilité, qui est peu invasif, si possible, sans faire une injection de contraste pour l'IRM, et si possible, avec le moins de mammographie. Et à un coût, bien sûr, acceptable, parce que là aussi, la problématique du coût, des assurances prennent en charge certaines choses, l'assurance de base, des complémentaires, puis parfois, ben, il y a un dépistage personnalisé qui est peut-être pas pris en charge. Le but, c'est de se prémunir de la découverte d'un cancer du sein à un stade avancé qui affectera l'espérance de vie de la femme. Donc, à partir de là, je vais vous donner quelques informations que je pense objectives concernant les généralités du cancer du sein, les facteurs de risque à considérer, les enjeux personnels, familiaux et de santé publique, et puis les limites de dépistage de la mammographie, des alternatives éventuelles, maintenant ou plus tard, et puis il faut en tout cas bannir un dogme qu'on entend parfois. Attendez seulement 50 ans, vous allez être invité au programme de dépistage. Ça, je vois trop souvent, et c'est vraiment pas le bon. Le cancer du sein. Alors, je vais vous parler de généralité. Ce qui s'est passé en 30-40 ans, c'est que lors de mes études, on me disait que le cancer du sein, c'est une femme sur 12.
Maintenant, c'est une femme sur 8, voire une sur 7. Et cette augmentation, elle touche surtout la population de femmes avant 50 ans. 25% des cancers arrivent avant 50 ans et 10% arrivent même avant 40 ans. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se préoccuper de ces 10% de cancers qui arrivent à 40 ans? On va le voir dans quelle situation. Et puis, il faut aussi connaître les limites des recommandations officielles pour les dépistages. Vous en verrez un petit peu. Il y a les limites des programmes organisés dans les cantons par la mammographie seule. Il y a des recommandations qui sont établies en Suisse, mais qui sont méconnues. Je vous donnerai quelques exemples. Elles ne sont pas appliquées par les soignants parce qu'elles sont méconnues. On doit donner l'information. Et puis, on a un manque d'informations objectives, que ce soit alors pour les femmes, les soignants. Et puis, nos instances politiques et assurances sociales, ils veulent savoir, ils veulent pas savoir. Je pense qu'elles savent des choses, mais peut-être qu'il faut encore mettre le nez sur certains sujets précis. Les enjeux en 2020, eh bien, c'est peut-être d'aller vers une approche plus personnalisée. La médecine en général, ça se fait déjà, vous les sortes de traitement, en manière très générale, c'est pas simplement lié au sein, mais on a une obligation de santé publique, de meilleure gestion des ressources, on ne peut pas tout faire à tout le monde. On a des nouvelles méthodes de développement dans le diagnostic et dans les traitements, et il y a des nouvelles recommandations, que ce soit pour le dépistage, le traitement, le suivi, mais de manière plus générale, pas seulement pour le sein. Il y a un dogme qu'on doit reconnaître, c'est qu'il n'y a aucun test ou groupe de tests qui permettent d'affirmer à une femme qu'elle n'a pas de cancer du sein. Ça, il faut en être bien conscient. Et on verra la contrepartie, l'autre bout du tunnel, on peut le dire peut-être aussi, on va trouver tout cancer de plus de 5 à 10 mm si on emploie la bonne technique pour la bonne femme. Ça, c'est l'enjeu. Mais c'est pas pour tout le monde la même chose. Quelle généralité, le cancer du sein en Suisse, c'est la première cause de mortalité féminine en 40 et 50 ans. Ça, je pense que c'est important pour faire du dépistage avant 50 ans. À côté, vous avez la pyramide des âges ici. En rouge foncé, c'est les décès. Et puis, vous voyez qu'ici, à 40-44 ans, ça commence à monter. Donc, quand est-ce qu'il faut qu'on se préoccupe? Maintenant, avec les programmes cantonaux, on est là, à 50, 74 ans, mais peut-être que ça vaut la peine de se préoccuper des femmes plus jeunes. Alors, il y a une augmentation du cancer du sein depuis les années 50, et ça augmente rapidement, cette incidence après 35 ans. L'explication, elle n'est pas connue, en tout cas pas démontrée. On pense que c'est nos modes de vie occidentaux, pour d'autres cancers aussi. On pense que ça a trait peut-être à nos alimentations. Est-ce qu'on mange des hormones, on mange du plastique, la pollution, les engrais, les traitements hormonaux? Tout ça, ça contribue au fait qu'on a peut-être une vie moins saine chez nous maintenant que dans le passé. Dans le cancer du sein lui-même, on peut relever que le temps de doublement, c'est-à-dire une tumeur qui fait 4 mm pour arriver à 8 mm, mais on parle plutôt du volume, mais là, je vous explique en millimètres, ça prend 4 à 7 mois. Et puis, un cancer du sein, pour atteindre 7 mm, on dit que ça prend 7 à 8 ans. Donc, quelqu'un qui a un cancer palpable, eh bien, ça prend une dizaine d'années, on va dire. Et un cancer qui a 3 cm et demi, il y aura 50% de risque d'avoir des métastases axillaires. Le seuil de détection à la mammographie, on dit que c'est 1 cm, et alors on a seulement 10% de métastases, mais on peut trouver bien sûr des plus petits cancers, comme on peut trouver des plus grands, ça dépendra de la qualité, de la densité du sein. Si on a un cancer détecté à un stade précoce de moins de 25 mm, eh bien la survie à 5 ans est plus de 98%. Donc une détection précoce, c'est une survie assurée. Quelles sont les techniques qui mettent en évidence le cancer du sein? C'est un vieux travail, mais ça reste presque la même chose. La mammographie en trouve beaucoup, la palpation en trouve encore, l'échographie abrégée US ici aussi, l'IRM aussi. Et puis, on a des cancers qui sont de trouvailles fortuites. Quand on fait une IRM comme ici d'un côté, on peut parfois trouver un cancer de l'autre côté. Quand on cherche, comme sur cette image en bas à droite, l'IRM, à faire un bilan d'un cancer, on peut en trouver 2 autres dans le même sein. Ici, c'est un schéma pour vous dire où se trouvent les cancers. C'est proportionnel un peu à la quantité de glandes. Le cadran supéro-externe a beaucoup plus de cancers. C'est là qu'il y a le plus de glandes mammaires ici. Alors, parmi les généralités, le pronostic ou la survie, elle est liée à la dissémination lymphatique, vous le savez. Ici, c'est un schéma de dissémination lymphatique. En grande majorité, ça va se drainer les métastases vers le creux axillaire, là où on fait le ganglion axillaire, et puis après, ça monte en sous-claviculaire et ça passe après dans la grande circulation.
Igor, j'ai un retour qui est bien mieux maintenant. J'ai moins de parasites. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose. Mais je t'entends plus, en fait, moi, maintenant. Oui, c'est parce que je tapais sur le clavier, puis il y a des gens qui entendaient. Merci de faire les commentaires nécessaires. Voilà. Donc, je vais couper de temps en temps le micro. Comme ça, moi, je suis en train de relever les différentes questions. Hein. Maintenant, est-ce que tu as des commentaires sur le son que je produis? Alors, le son est absolument parfait. Peut-être juste un petit OK des autres personnes. Et je profite. Hein, donc, c'est vraiment, s'il y a des questions, des choses tout d'un coup qui viennent, vous les notez. Et puis moi, je vais les mettre ensemble. Et puis on aura la session pour les questions-réponses à la fin. Donc, ça va très bien, Dominique. C'est absolument parfait. J'ai juste un petit commentaire où peut-être juste la vitesse, peut-être juste un tout petit peu plus lent pour certaines choses, surtout les éléments techniques. Voilà. Sinon, c'est parfait. Ok, merci. Voilà. Donc, j'ai prévu. Merci à tous. J'ai prévu une quarantaine de minutes. Hein. Je vous l'ai pas dit au début, un peu comme ça. C'est parfait. Donc, en fonction en fait de la taille de la tumeur et puis de l'invasion des lymphatiques que vous voyez sur ce schéma, on déterminera 2 voies de traitement. Si c'est une tumeur qui est assez grande avec beaucoup de ganglions, on commencera souvent par une chimiothérapie avant la chirurgie. Ça s'appelle chimiothérapie première ou néoadjuvante. Et sinon, s'il n'y a pas de ganglions atteints et la tumeur est assez petite ou d'un certain type, on va faire de la chirurgie en premier. Ça, c'est une autre manière de présenter ce que je viens de dire pour vous montrer sur ce schéma le taux de survie relative à 5 ans. Donc, pour un cancer stade 0, c'est un cancer non invasif. Donc, on parlera du T1 jusqu'à 25 mm, c'est 100% de survie, on voyait. T2, c'est 93%. Puis entre le stade 2 et 3, ben vous avez un saut. Donc, il faut absolument trouver les cancers au stade 1 et 2 parce que la survie va baisser après un petit peu. Donc, ça, en fonction de la dissémination métastatique. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, et qui intéresse, je pense, beaucoup de clients et de femmes, c'est que quand on parle du dépistage avec programmes cantonaux ou nationaux, on dit, ben voilà, c'est de viser une diminution de la mortalité. Alors ça, c'est un premier effet qu'il faut rechercher, on est bien d'accord. Mais je pense que maintenant, dans des pays comme la Suisse, on peut viser à diminuer la morbidité. La morbidité, c'est l'impact des techniques de soins sur le patient, sur son organe. Ça veut dire que si on peut trouver une tumeur à un stade petit où on n'enlève que la tumeur, eh bien, la morbidité, elle est moindre que si on doit enlever tout le sein pour une tumeur qui est plus grosse. Et je pense qu'on peut parler de ça. C'est pas les buts des programmes cantonaux de dépistage où là, il y a des définitions très précises. Mais je pense que il faut parler un petit peu de ça. Je pense que toute femme, elle est contente d'avoir un dépistage différent ou personnalisé pour que quand elle aura le risque d'avoir un cancer du sein, on lui enlève que la tumeur et ce qui se trouve autour et non pas tout le sein. Et puis, il faut aussi ne pas viser toujours à faire le maximum, il faut viser l'optimum. Vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de microcalcification. On trouve ça dans les dépistages personnalisés à la mammographie ou les programmes. Et on dit, ben, il faut absolument les avoir pour savoir ce qu'il y a autour. Alors, on peut réfléchir et prendre un risque ensemble avec la personne et le gynécologue pour dire, je vois rien à l'ultrason ou il n'y a rien là, attendons 6 mois et on regarde ce qui se passe. Et là, on met pas en danger la vie des dames, j'en suis persuadé, mais on peut pas forcément le faire parce que c'est pas encore dans les bonnes pratiques internationales, parce que pour l'instant, on fait, je trouve, un peu trop de maximalisme. Et c'est pour ça que j'ai souligné ici ne pas paniquer devant les microcalcifications quand on les trouve au début. Je vous montrerai des exemples, en tout cas un. Alors, les programmes de dépistage du cancer du sein, quelles femmes n'en profitent pas? Là, je parle des programmes cantonaux de 50 à 74 ans en Suisse. Vous voyez que c'est seulement 50% des cancers qui sont dépistés dans le cadre de ces programmes. Et 25% arrivent après 74 ans, hein, 15% arrivent à 40 et 50 ans, et puis 10%, comme je l'ai dit, arrivent avant 40 ans. Et si vous voyez, ça vient de la Belgique, cette statistique, en vert sur cette courbe, c'est la population cible. Donc, ce qui se passe après, la courbe redescend un peu, eh bien, on va pas les trouver dans les cadres des programmes cantonaux. Puis, ce qui se passe avant, entre autres vers 40-50 ans, ça commence à monter fort, eh bien, on va pas les dépister dans les programmes de dépistage cantonaux qui ont été mis en place il y a une trentaine d'années. C'était bien de le faire à l'époque. Et puis, dans les polémiques, on dit on fait du surdiagnostic et du surtraitement. Alors, vous voyez ici, il y a des courbes qui vous montrent en courbe pleine, c'est le taux on va dire l'incidence du
cancer du sein. Et après, sur le schéma de droite, vous voyez ces pics-là qui sont la détection grâce au dépistage. Et à la première vague, là, vers 50 ans, quand les gens viennent, on va choper tous les cancers qu'on voit. Et après, on aura attrapé cela, eh bien, on va trouver d'autres parce que régulièrement, on va trouver d'autres cancers. Donc là, si on regarde cette courbe, elle fait un saut de 100, on va dire à 200, ici 300, etc. Ça, c'est les cancers invasifs. Les in situ, qui sont le pointillé, on les voit pas là, ils sont tout en bas, proche du zéro. Et vous voyez, ils vont monter à 200. Donc, on fait 200 fois plus de diagnostics de cancer in situ, ceux qui sont pas trop intéressants, ceux chez lesquels on va faire, chez les femmes, on va faire du surdiagnostic et peut-être du surtraitement. Et c'est ça qu'on n'arrive pas forcément à gérer maintenant et qu'on doit traiter de cas en cas en fonction du facteur de risque de la femme, de son âge, des antécédents familiaux. Donc ça, c'est une grosse discussion. Ici, je vous montre des calcifications qui sont très différentes. Là, vous avez un semis de grains de sel de calcification et ça, c'est un cancer in situ étendu sur 8 à 10 cm. Il n'y a pas photo. On fera une microbiopsie à éco-guidée, par exemple. Et là, en dessus de 3-4 cm, il faudra faire une mastectomie, sauf dans de rares cas de seins très volumineux où on peut discuter. Ça, c'est un autre type de calcification qui sont pas tout à fait homogènes. Ça veut dire qu'elles sont de tailles différentes, de formes différentes. Elles sont pas comme des branches. Celles qui sont comme des branches branchées, c'est typique de cancer in situ. Mais là, eh bien, quand on voit ça, souvent on dit, mais il faut les biopsier, il y en a plus que 10. Et si on voit rien à l'ultrason, c'est un travail qu'on avait fait au CHUV avec Domenico Lecori, peut-être que certains de vous le connaissent, il a un gros centre de cénologie expert à Lausanne. On avait dit, si on voit pas d'anomalie échographique, c'était en 91 qu'on a fait ce job, vous voyez, ça fait 30 ans à peu près, eh bien, on peut attendre 6 mois plutôt que d'aller à la chirurgie ou à des interventions par stéréotaxie. Ça veut dire, c'est un appareil de mammographie spécial qui guide une aiguille de manière automatisée sur la zone cible qu'on prédétermine par 2 incidences complémentaires. Eh bien, on n'avait pas, il y a 20-30 ans, ce type d'appareillage. Et c'était de se dire, si on ne voit rien, attendons 6 mois. On ne met pas en danger la vie de la dame et on va peut-être lui éviter une opération de sécurité inutile si c'est bénin. Donc, attendre et voir. Je pense qu'il faut discuter ensemble et prendre un petit risque ou pas. Pour finir, c'est la femme qui a des options objectives pour ne pas être trop agressif. Et en général, si je propose à des dames de faire ce suivi, je dis, ce serait comme pour ma mère et ma femme, ben, en général, elles suivent cette option parce que je veux pas jouer avec la vie des gens de manière inutile. Enfin, en tout cas, là, c'est pas jouer avec la vie, mais de prendre un risque inutile, on va le dire comme ça. Alors, on va reprendre là un petit peu les questions qui vont été fournies par Igor dans l'invitation. Donc, pourquoi prendre en compte la densité mammaire? Ça, c'est un gros chapitre. Vous devez vous poser cette question-là et beaucoup de pays commencent à s'y intéresser. Pourquoi la densité mammaire est importante? Parce que descendance, eh bien, ça restreint la détection des cancers. Pourquoi? Parce que le tissu mammaire, vous voyez ici, il est blanc et puis le cancer, il est aussi blanc. Donc là, il fait une masse stellaire spiculaire, comme une petite étoile, vous allez le découvrir. Mais si là-dedans, de l'autre côté, ces 2 incidences obliques comparatives présentées en miroir, vous avez un petit cancer rond de 5-10 mm, vous pouvez ne pas le voir. Donc, il y a un effet de camouflage du parenchyme mammaire par rapport au cancer qui ne fait pas de distorsion, qui n'a pas de microcalcification, on va les rater. Et dans les seins denses, on rate quasiment un cancer sur 2, on va dire de moins de 15 mm ou moins de 10 mm. Parfois, certains, on les palpe et on les voit pas à la mammographie. Ça, c'est une étude qui date un peu, mais qui était faite chez 30 000 infirmières. Et c'était une très belle étude qui démontre que les seins denses, on y reviendra tout à l'heure, le type de densité, masquent les cancers. Alors, la densité mammaire avec l'âge, eh bien, la densité mammaire, elle est individuelle. Vers la cinquantaine, il y a 37% des femmes qui ont des seins denses. Avant, c'est plus de la moitié. Ça dépend aussi si on prend un traitement hormonal substitutif qui donne de l'engrais au sein, de l'engrais au parenchyme, qui maintient la glande mammaire, ça maintient la glande. Donc, ça ne donne pas forcément un cancer, ça ne donne pas un cancer du sein. La substitution hormonale, ça peut accélérer un petit cancer qui serait hormonodépendant, on va dire comme ça, mais c'est pas la majorité. Donc, il faut pas ne pas prendre de traitement hormonal substitutif par peur du cancer, parce que ce traitement hormonal est souvent très bénéfique pour beaucoup de femmes pour d'autres symptômes. Par contre, il faut suivre et faire un bon dépistage. Et avec l'âge, évidemment, les seins deviennent plus gras avec l'âge.
Alors, vous avez ici des tableaux, hein, comme je vous ai dit, hein, à 40 ans, 57%. Et puis après, les femmes maigres ont plus de seins denses, elles ont moins de gras partout, elles ont moins de gras dans les seins. Vous voyez ici 76% de femmes maigres. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, à part les femmes maigres, qui ont a priori des seins denses, quelles autres ont des seins denses. Donc, comment fait-on pour savoir si on a des seins denses? Eh bien, c'est la mammographie qui est nécessaire au moins pour ça, parce que la densité mammaire en soi est un facteur de risque. Donc, le radiologue voit la mammographie à sa console, il la catégorise en ABCD, par exemple, et on a maintenant des logiciels automatisés qui calculent la densité mammaire, qui nous proposent, on peut valider, mais en général, ça se trompe pas, mais le toucher en soi, la palpation de vos seins ne permet pas de déterminer si c'est un sein dense ou pas. On peut avoir un sein qui est très gras, qui est ferme, et puis un sein qui est très dense, qui est flasque et qui roule sur les côtes. Hein. Et la taille des seins, bien sûr, les femmes obèses avec des gros seins auront plus de tissus graisseux, mais elles peuvent avoir beaucoup de tissus glandulaires. Voilà ici les 4 catégories de densité mammaire. Hein. C'est la catégorie A, c'est un sein qui a prédominance graisseuse, moins de 25% de tissu dense, on va voir la tumeur facilement. Et là, le B, de 25 à 50%, le C hétérogène jusqu'à 75%, et le D extrêmement dense. Donc, vous voyez ici une densité type B, vous voyez une image stellaire de cancer typique ici. Donc, ici, j'ai entouré en bleu un fait. Le fait d'avoir des seins denses est un plus grand facteur de risque que d'avoir des antécédents familiaux de cancer du sein. C'est partiellement vrai, comme toute vérité assénée de manière comme ça. Ça dépend le nombre d'antécédents familiaux. Mais pour vous dire, c'est presque équivalent quand même à avoir une sœur ou une maman qui a un cancer du sein, pour autant que ce ne soit pas génétique. Et là, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, mais les mammographies n'arrivent à déceler que 50% des cancers chez les seins les plus denses. Donc, c'est une autre étude ou c'est une autre personne qui le dit. Alors, la problématique, c'est qu'on ne choisit pas d'avoir des seins denses ou non. Et ici, je vous mets un exemple de petit cancer, c'est 3 femmes différentes, qui est ici vaguement stellaire. Eh bien, on verra cette anomalie stellaire beaucoup plus facilement dans des seins graisseux sur la gauche ici que dans des seins très denses sur la droite, de type C ou D. Vous le conviendrez aisément. Alors, je vous ai mis ces diapos parce que pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent, allez chercher sur Internet Are You Dense? Are You Dense, ça vient des États-Unis et du Canada. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une obligation depuis quelques années dans beaucoup d'États aux radiologues de donner la densité mammaire et de proposer un éther. C'est en Californie que ça a commencé, je crois, et c'est quasi pénal. Vous savez comment sont les Américains. Donc, il y a beaucoup de choses bien sur ces sites. Donc, de commencer dès 40 ans, il y a des témoignages, comme vous avez cette dame qui se dit, mais moi, voilà, si on m'avait dit que j'avais des seins denses et que je devais faire un dépistage personnel, je l'aurais fait. Mais personne ne me l'a dit. Et maintenant, j'ai une mastectomie avec métastase. Voilà. Donc, le complément, quand on a des seins denses, eh bien, c'est l'échographie, voire même l'IRM. Ça dépendra un petit peu de la qualité de densité du sein et puis de la fiabilité de l'échographie et des facteurs de risque familiaux. Donc, choisissez d'être informés, mesdames. Et nous, soignants, choisissons d'informer nos patientes. Je vous ai mis ici une série de liens Internet que, Igor, tu pourras peut-être mettre sur ton site pour que ce soit accessible. C'est justement toute cette problématique de seins denses. Et là, vous avez un témoignage de Nancy Story, vous voyez, c'était une femme qui a été diagnostiquée avec un stade 3, donc avancé, alors que 6 mois précédemment, elle avait une mammographie qui avait été décrite comme normale, parce que certainement que c'était la vérité de ce qu'on pouvait faire. Et en stade 3, vous avez moins d'une chance sur 2 d'être encore vivante à 5 ans. Alors, ce qu'on a comme complément à proposer aux dames dans leur descendance, c'est l'échographie. On y reviendra plus tard, vous connaissez tous l'échographie mammaire, mais il y a un appareil un peu spécial qui est imagé ici en bas à droite. Ça s'appelle l'ABUS, c'est un appareil automatisé qui est fait par une assistante médicale, pas forcément par une technicienne en radiologie, on y reviendra plus tard. Et là-bas, déjà, il y a des assurances qui prennent en charge ce type de dépistage complémentaire par l'échographie automatisée pour les seins denses. Ça augmente le taux de détection du cancer de près de 40%. Donc, ce n'est pas rien. Il n'y a pas besoin de la recommandation d'un médecin, c'est accepté par Santé Canada. En conclusion, pour la problématique des seins denses,
Je vous ai mis ici en haut une phrase de Théophraste Renaudot. La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir. Donc, si vous savez que une femme a descendance, vous devez le dire, vous ne devez pas le cacher. Et si, comme soignant, vous recevez un compte-rendu qui dit qu'il y a des seins de densité C et D, ben vous devez prendre sur vous de proposer un complément. Je ne parle pas d'assurance là, mais c'est de l'information honnête à donner aux dames. Donc, en résumé, j'ai tiré ça d'un article. Depuis des décennies, la science a démontré que le tissu mammaire dense est associé à un risque de cancer du sein plus élevé, de 4 à 6, et que le tissu dense peut masquer des cancers à la mammographie. Donc, on ajoute l'échographie ou l'IRM pour augmenter la détection des petits cancers. Et voilà, et dans cet article, il disait que la rétention d'informations médicales est éthiquement inacceptable. Alors, on passe à un autre point de l'introduction d'Igor quand il vous a invité. Quel dépistage recommandé après 50 ans? Eh bien, après 50 ans, il faut faire les programmes de dépistage cantonaux organisés qui vous offrent une mammographie chaque 2 ans. C'est une invitation, c'est pas une convocation. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de prendre de l'information. Et vous êtes exclu si vous avez un antécédent de cancer du sein ou le suivi annuel l'a recommandé. Si vous avez une biopsie mammaire chirurgicale ou bien par une aiguille qui a montré une hyperplasie atypique, par exemple, c'est une lésion à risque de transfert maligne, vous sortez là-dessus. Donc le cancer lobulaire in situ aussi, les tumeurs phyllodes aussi, c'est plus rare. Et puis, si vous avez un symptôme mammaire, il faut pas aller au dépistage. Je vois quand même plusieurs fois par année une femme qui vient, qui dit mon médecin m'a dit d'attendre 3-4 mois pour que je reçoive la convocation. C'est faux. Il faut pas attendre 3-4 mois si vous sentez une boule dans le sein. Elle va faire que grandir souvent, si c'est un cancer. Et là, vous avez un symptôme, c'est remboursé par l'assurance, sous réserve bien sûr de votre franchise. En Valais, ça coûte 17,25 francs maintenant, et le reste est pris en charge par l'assurance. Depuis 2017, il faut dire aussi, en Valais, je pense dans les autres cantons, quand on a des seins denses, des densités de type D, malheureusement, eh bien, le dépistage recommande une échographie complémentaire qui est faite le plus souvent, mais qui n'est des fois pas faite, parce que la femme oublie, le médecin oublie, et puis elle a une franchise, donc ça rentre peut-être dans le cadre de la franchise. Et je dis pourquoi c'est un peu dommage d'avoir que les seins de type D, parce que les C sont aussi embêtants, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc en Valais, on a 6% de seins denses à peu près, et puis quand on regarde les C et D dans les autres pays, c'est 30%. Donc voilà. Alors, je suis un petit peu embêté avec ça. Comme président des radiologues, je râle souvent en disant mais pourquoi vous mettez pas plus de chance aux femmes qui ont des types de type C pour leur recommander l'échographie complémentaire? Alors je continuerai mon combat. On passe au point 4, les femmes à risque. Quelles sont les recommandations usuelles et celles de l'OFSP, l'Office fédéral de santé publique et relative? Alors là, on a 3 catégories de risques, 3 niveaux de risque. On a les femmes à risque moyen, élevé et très élevé. Je vous ai mis en bas une référence en France qui parle beaucoup là-dessus. Pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez vous y plonger, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'une femme qui a un risque moyen? Le fait d'être femme, puisque 99% des cancers touchent les femmes, c'est beaucoup plus rare chez l'homme, mais ça existe, moins d'1% des cas. Et puis l'âge est un gros facteur de risque, puisque 80% des cancers du sein touchent les femmes de plus de 50 ans, on va dire 50 plus 25, ça fait 75, donc on est près de 80. Voilà, puis celle qui a le risque moyen, elle n'a pas d'histoire personnelle ou familiale de cancer du sein ou de risque, et puis elle n'a aucun symptôme. Donc ça, c'est les femmes à risque moyen, c'est la population générale, on va dire. Alors, quelle est la prise en charge spécifique recommandée? C'est les programmes de dépistage organisés. Je vous rappelle qu'on parle là des femmes de plus de 50 ans, tous les 2 ans. Et puis, l'examen clinique, chez un radiologue agréé, oui, la mammographie et l'examen clinique, nous, on le fait pas. L'examen clinique lors du dépistage dans le cadre des programmes, parce que le radiologue ne voit pas la patiente, mais je pense que le gynéco, le généraliste, va faire l'examen clinique lorsqu'il va voir annuellement la patiente dans le cadre de sa consultation de routine. Le niveau de risque élevé, c'est des gens qui ont des antécédents de cancer du sein, de l'utérus ou de l'endomètre, certaines affections du sein, comme on l'a dit, et puis qui ont une irradiation de la cage thoracique à haute dose avant l'âge de 30 ans, par exemple dans le cadre d'un lymphome. Qu'est-ce qu'on propose pour le risque élevé? C'est une surveillance personnalisée selon l'âge et ce qu'il y a eu. C'est en dehors des programmes de dépistage, même si les femmes ont 50 et 74 ans. On voit parfois des femmes qui
profitent, c'est normal, du dépistage gratuit, puis qui viennent 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après faire une échographie. Moi, je trouve que c'est tolérable, mais c'est pas l'idéal pour nous les radiologues parce qu'on aime bien avoir la mammographie et l'échographie en même temps pour pouvoir bien analyser. Alors, c'est la discussion avec le médecin traitant qui détermine ce niveau de risque pour orienter la femme vers le suivi le plus adapté. Ça peut être une échographie annuelle, ça peut être autre chose en fonction des risques et des souhaits aussi. Les risques très élevés, c'est des prédispositions génétiques, les mutations, vous connaissez ces termes, BRCA1, BRCA2, P53. Et puis, en général, le médecin traitant oriente vers une consultation congénétique depuis quelques années. Il y en a dans tous les cantons. Et cette consultation congénétique permet une évaluation spécialisée des risques médicaux, personnels et familiaux. On peut faire un arbre généalogique, on peut faire un test génétique pour déterminer s'il y a une mutation ou pas. Alors, quelle est la prise en charge spécifique pour le risque très élevé? Eh bien, vous verrez que dès 20 ans, on peut avoir une surveillance dans certaines situations. Alors, on dit radiologique, mais radiologique, c'est chez le radiologue. Ça veut dire que c'est par IRM et par échographie. En général, il n'y a pas de mammographie avant 30 ans parce que ça n'apporte peu ou que dans des situations très particulières. Donc, c'est en dehors des programmes de dépistage organisés. Et puis, cette consultation peut être proposée à d'autres femmes de la famille proche, filles ou sœurs, dans le cas de risques très élevés. Alors, ici, malheureusement, ça aurait dû arriver en 2 temps, mais j'avais mis là-dessous quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de la Confédération, la lutte contre le cancer. On a, en fonction des âges, vous voyez tout en bas, mammographie chaque 2 ans, etc., etc., en plus de 70 ans, mais tout en haut, il y avait dès 20 ans, IRM recommandé en cas chez une femme qui est porteuse du gène P53. Mais dans tout ce tableau, et ça me vexe énormément, on ne parle jamais d'échographie. Comme si on n'était pas bon en échographie. Mais je suis très vexé pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire changer ça. Alors, on revient maintenant à des généralités pour le dépistage du cancer du sein. Je mets ici le trépied diagnostic, c'est bien connu des soignants. On fait un examen clinique avec une anamnèse, on regarde les seins, c'est l'inspection, et on palpe les seins. Et on apprend à la dame à palper ses seins. Après, il y a le bilan d'imagerie, c'est le 2e pied, puis le 3e, c'est les prélèvements, sous échographie, sous mammographie, stéréotaxie ou sous IRM, avec une petite aiguille fine, c'est la cytologie, surtout pour les ganglions ADP, c'est ganglions métastatiques, ou bien pour des petites lésions satellites ou des lésions endocanalaires pour trouver une 2e localisation. Après, on a des prélèvements avec petite anesthésie à la peau, les microbiopsies, c'est des aiguilles qui ont ce calibre, et puis les macrobiopsies assistées par le vide, c'est une autre technique qui est on va dire, très performante pour enlever des choses qui sont mal délimitées, pour enlever des papillomes, pour enlever des canaux qui sont un peu élargis. Là, il me manque une dia, c'est pas grave. Il manque une image. C'est pour vous montrer qu'il y avait une nodosité qu'on voyait bien à l'inspection. Donc, à l'inspection, on va regarder s'il y a des voussures, on va regarder s'il y a un écoulement spontané ou provoqué et s'il y a des changements à la peau. Alors, il y a certains cancers 5% qui peuvent être révélés seulement par une douleur. Donc, il ne faut pas dire que le cancer fait pas mal. S'il y a une douleur, il faut aller éliminer le cancer. Igor, tu es au clavier. On t'entend, on te remercie. Voilà. Donc, les douleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer. Et l'examen clinique, il y a aussi une polémique. Il y en a qui disent, ça ne change pas la survie des dames. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la survie, c'est la mortalité. Et nous, on veut travailler sur la morbidité, sur réduction de l'impact des traitements sur le sein de la dame. Donc, l'examen clinique, la palpation, ça détecte 27% des cancers, maintenant encore, et ça détecte des cancers qui ne sont pas visibles en mammographie, que ce soit de dépistage ou non. Mais quand c'est pas en dépistage, on rattrape à l'échographie. Et une tumeur qui est palpable, elle est 2 fois plus grande qu'une tumeur non palpable, c'est évident. En fait, on a seulement 37% des tumeurs palpables qui sont à un stade de moins de 25 mm. En général, elles sont plus grandes. Ça dépend aussi du type de sein. On va voir ce seuil de détectabilité sur cette diapo. Donc, une tumeur peut être palpée si elle est d'assez grande taille, peu profonde, dans un petit sein, dans un sein qui est plutôt mou que ferme. Et puis, si c'est un cancer invasif qui sort des canaux, évidemment, il sera plus facilement palpable qu'un cancer non invasif. Et toutes ces limitations de la palpation et de l'examen clinique, c'est aussi des limitations qui sont en partie valables
pour la mammographie, l'échographie et l'IRM. Si les seins sont très volumineux comme ici, l'échographie c'est parfois difficile. Si les seins sont plus petits, on va quasiment voir tout ce qui est plus de 5 mm en échographie. Il y a l'IRM, c'est parfois difficile pour certains gros seins. Les questions d'actualité, chapitre suivant, on avance tranquillement. Quels sont les avantages et inconvénients des différentes techniques d'imagerie du sein, que sont la mammographie, l'échographie et l'IRM? Alors, vous avez ici à gauche, quelles sont les techniques d'imagerie? Vous avez la mammographie 2D, la mammographie avec tomosynthèse, vous avez la mammographie avec injection de contraste, ça se fait un petit peu en France parce qu'ils ont moins accès à l'IRM. Ça pourrait être intéressant dans certaines situations chez nous ou pour des patientes qui ne pourraient pas aller dans l'IRM, porteuses de pacemaker ou d'autres implants électroniques qui empêchent d'aller dans le champ magnétique de l'IRM. Il y a l'échographie manuelle, l'échographie automatisée, l'IRM, le fast IRM. On met en place maintenant des protocoles d'IRM qui durent 15 minutes, tout compris, installation, 5 minutes de séquence, désinstallation de la patiente. Ça, c'est du dépistage en IRM. Et puis, il y a de l'imagerie moléculaire. Ça peut être le PET scanner, mais je trouve que c'est un peu trop lourd et je connais pas très bien ces techniques-là. Donc, vous avez toutes ces techniques qui sont ici. On va passer en revue quelques-unes qui sont aisément accessibles chez nous. La mammographie en 2020, vous connaissez ces types de mammographes. Quoique, si vous êtes attentif, il y a quelque chose de très spécial qui peut favoriser la mammographie chez les femmes qui ont un peu peur, qui ont mal, etc. Donc, la mammographie, elle est numérique maintenant, elle est analysée sur des consoles et puis on a des aides à la détection, on appuie sur un bouton, vous verrez, ça va nous marquer des zones sensibles. Ce mammographe est spécial parce qu'il est incurvé ici et il permet une moindre compression et c'est un mammographe microdose qui donne moins de doses. Vous pouvez choisir aussi différents mammographes en fonction de l'irradiation et de la qualité des images, mais surtout de la qualité des lecteurs. Je suis pas le meilleur, on est beaucoup à bien faire ça en Suisse romande, donc je veux pas chez moi parce que j'ai trop de monde. C'est pas vrai, mais enfin, c'est presque vrai. Voilà comment ça se passe à la mammographie. Là, vous avez une palette plate, un petit sein, donc il va être bien comprimé au milieu, beaucoup plus pour bien isoler, pour bien comprimer et fixer le sein. Pourquoi on doit comprimer? Parce que si ça bouge, on voit pas bien les choses, vous comprendrez très bien. Et puis, si c'est bien comprimé, on donne moins de doses pour traverser le sein. Donc, il faut comprimer. Normalement, maintenant, il y a des appareils qui laissent la dame appuyer sur le bouton de compression. Et souvent, ils font plus fort que la technicienne, il faut le savoir. Donc, vous avez vu tout à l'heure déjà quelques images de mammographie. Pour ceux qui ne sont pas familiers, je rappelle ici ce qu'on voit. Ça, c'est une oblique. On a en profondeur ici le pectoral en oblique. Bon, c'est tout écrit, hein, je ne vais pas vous le décrire. Le corpus mammé, c'est la glande. Les crêtes de Duret, c'est les attaches de la glande à la peau. Voilà, ça fait des fois des pièges chez nous. Puis là-devant, il y a la bourse graisseuse de monsieur Chassaignac, qui doit être symétrique. On doit avoir ce croissant un petit peu plus gris-noir. Si on a des choses là-dedans, attention, il peut se passer quelque chose d'important. Voilà ici la différence entre une mammographie normale digitalisée ici à gauche et puis la même une année après en microdose. Vous voyez que c'est beaucoup plus blanc ici, si vous le voyez, j'espère, que ici où on traverse mieux. Donc la microdose, cet appareillage là aussi permet aussi de mieux traverser la glande. Ici, vous voyez que la mammographie peut démontrer des choses qui sont entourées ici. C'est pas symétrique, c'est un peu plus dense sur cette séquence oblique. Et vous voyez que sur la face, c'est beaucoup plus dense. C'est pour ça qu'il faut 2 incidences. Et là, il n'y a pas trop de doute. C'est un cancer qui était palpable. Donc là, la clinique le donnait déjà par une surdensité asymétrique. Ça se manifeste par une surdensité asymétrique. Alors, la mammographie a un gros avantage, c'est la seule technique qui montre bien les microcalcifications, comme le cas tout à l'heure, hein, ça c'est cancéreux, ça c'est bénin. Et les microcalcifications sont importantes parce que c'est un marqueur des cancers non palpables qui sont encore pas invasifs. Et comme je vous l'ai dit, certains petits cancers avec quelques petites microcalcifications, on va pas les voir avec les autres techniques et on devra aller les prélever, même si on attend parfois 6 mois pour voir s'il y a une évolution, si on ne voit rien à l'échographie. Et ce type de cancer ici, on va bien sûr voir des anomalies à l'échographie, on pourra faire la biopsie sous échographie, ce qui est moins cher et sans irradiation. On passe maintenant à la technique de l'échographie. L'échographie est dite en francophonie indispensable comme complément à la mammographie. Elle a une valeur d'exclusion de cancer de 94%. C'est énorme. Si vous n'avez rien à l'échographie, vous n'avez pas un cancer qui a plus d'1 centimètre, on va dire comme ça. Bien sûr, il y a une limite, comme je l'ai dit,
au volume qu'on peut détecter. Et puis dans les seins denses, ça augmente la sensibilité de 20 à 25%, alors que la mammographie seule a 50% de cancer raté. Et puis l'échographie, lorsqu'on a une tumeur comme ici, ça c'est ce qu'on appelle en mode B, c'est comme on le voit à l'échographie normale, puis après on branche la couleur et on voit sa vascularisation. C'est aussi un élément d'analyse, mais là il n'y a aucun doute, les deux sont des tumeurs malignes invasives. Donc, en présence d'une tumeur maligne invasive, on va regarder les ganglions à l'aisselle, les ganglions derrière le sternum. Donc, l'échographie est un très bon outil pour l'analyse des ganglions, pour faire le bilan. Ici, c'est une femme de 34 ans avec cette tumeur de la mammographie que vous voyez, qui était palpable. Et il y a une extension, on le verra à l'échographie un peu mieux, et surtout à l'IRM, c'est un cancer de 9 cm à 34 ans qui se manifeste par cette ombre ici, avec une extension vers le mamelon. C'est des petits canaux qui sont pris ici. Il y a une zone d'atténuation aussi, qui est une deuxième localisation. Et dans le creux de l'aisselle, au lieu d'avoir un petit rein, une petite amande ovoïde ici qui est jolie, vous avez un nodule noir ici qui refoule le sinus du ganglion qui signe la métastase axillaire. Une autre femme de 30 ans ici, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec c'est un cancer de 5 x 5 cm avec une grosse lacune, une atténuation. Le cancer est très dur, il laisse pas passer le son, donc ça rend ce type d'image une zone très très noire ici, qui fait 5 cm et qui est très vascularisée. Ici, vous avez aussi une autre technique qui s'appelle l'élastographie. Ça mesure la dureté tissulaire. Ça peut nous aider parfois. Donc, cette petite tumeur, vous avez déjà vu tout à l'heure sur une autre diapo. Eh bien, elle est ici et autour de la tumeur, c'est la même image en haut et en bas. La même image en haut et en bas. En bas, c'est en mode gris comme vous avez l'habitude. Et puis en haut, la densité, la dureté, elle est marquée du bleu vers le rouge. Bleu normal, jaune, rouge, ça devient de plus en plus embêtant. Donc, on peut s'aider de cette technique complémentaire pour mieux déterminer. Ici, c'est un exemple de bilan loco-régional pour détecter les métastases axillaires. Et vous en avez une qui est belle ici de 8 mm, facile à voir. Puis regardez à côté, il y en a une de 3 mm. Donc, on peut bien voir avec les appareils actuels des métastases axillaires de 3 mm, comme on peut voir dans un sein facile, des petits cancers de 3 mm. Donc, quand on a ça, on fait une petite ponction à l'aiguille fine et on évite la procédure du ganglion sentinelle qui n'est pas très délabrante, mais qui coûte quand même près de 2000 francs et puis qui doit faire aller la patiente parfois à une deuxième opération, alors que là, en une seule fois, on enlève la tumeur et les ganglions touchés. Et puis, petite diapositive quand même pour démontrer que l'échographie est essentielle en interventionnel, c'est pour faire toutes ces petites ponctions. On met aussi des repérages préopératoires métalliques pour aider le chirurgien à enlever que la lésion, en cas de lésion non palpable, et le ganglion sentinelle adjacent. Si vous avez une petite aiguille dans le cortex d'un ganglion qui fait 2 mm ici, qui était le sentinelle, qui était là pathologique, c'est pas surtout sûr que ce soit le même cas, et on peut trouver des cellules tumorales avec ce type de prélèvement. On a atteint le but. L'IRM maintenant, comme dernière technique, vous voyez la position pour faire une IRM de sein, c'est couché à plat ventre. Dans les cas où on fait un complément pré-thérapeutique, avant d'opérer, ça peut durer 30 à 40 minutes. Pour celles qui sont un peu claustrophobes, on peut vous donner un spray nasal et avant de vous glisser dans le tunnel, vous êtes à plat ventre, donc vous voyez pas que vous êtes enfermé dans ce tunnel. Et puis, comme je l'ai dit, pour les dépistages, on peut faire des IRM courtes ou ultra courtes en moins de 15 minutes. Alors, l'IRM mammaire, c'est probablement le meilleur examen pour détecter des tumeurs. Encore faut-il que ce soit comme dans ce cas-ci, que le sein droit, par exemple ici, on voit que les vaisseaux, il n'y a pas de rehaussement focal. Parfois, les femmes qui sont à une mauvaise période du cycle, il faut faire ça en début de cycle, l'IRM, ou qui ont un stérilet hormonal, on va avoir du blanc un peu partout qui va nous masquer un peu les lésions. Donc, c'est plus compliqué dans ce cas-là. Et c'est un très bon examen pour le dépistage chez les femmes à haut risque et pour détecter les récidives. Avant-dernier chapitre, quel est l'apport de l'intelligence artificielle? C'est ici qu'intervient la moitié du titre de ce topo de ce jour. Donc, l'intelligence artificielle, c'est assez compliqué à comprendre même pour moi. En fait, c'est des logiciels qu'on achète et puis ça marche, quoi. On va pas aller plus loin dans le détail des choses. C'est un auto-apprentissage de logiciels basé sur des millions d'images et les firmes continuent à développer, à enrichir ces logiciels en accumulant des millions et des millions d'images qui sont
quelques dizaines ou milliers de cancers sur des millions d'images qui sont normales. Donc, ça tombe bien maintenant pour nous, les radiologues futurs retraités et vulnérables, parce que en Suisse et partout, on manque de radiologues et les besoins d'imagerie augmentent naturellement, parce que la population augmente, on devient tous plus vieux, on a tous plus besoin de médecins et d'imagerie. Et puis, on va dire qu'en gros, l'intelligence artificielle va faire un tri entre c'est normal, c'est pas normal. Et puis entre deux, il y a une zone orange où on a besoin de l'intelligence encore du radiologue. Donc, c'est surtout gagner du temps et de l'efficacité lors de la lecture de tout examen. Alors, ça, c'est de la même qu'avant, mais simplifié. Alors, l'aide au diagnostic, elle est connue depuis longtemps. Ça fait de 2003 qu'on a des logiciels. Et ici, je vous ai mis une petite liste dans quelles situations sont utilisées ces aides au diagnostic. Il y a le cancer du sein, du poumon, Alzheimer, de la peau, la rétinopathie diabétique, enfin voilà, l'ostéoporose, l'otite, le cancer de la prostate. Donc, c'est utilisé depuis longtemps. Vous voyez, mais le cancer du sein, c'était quand même 30% il y a plus de 20 ans. Donc, c'est pas seulement pour le sein. Alors, à la mammographie, c'est intéressant parce que ça signale des anomalies au radiologue et puis ça détermine aussi la densité du sein. C'est des logiciels qui commencent à arriver. En IRM, ça détecte le type de rehaussement après injection de gadolinium. S'il est précoce, rapide, intense avec lavage, c'est suspect de cancer et ça va nous marquer des zones. Ici, un exemple de la mammographie. On a notre console. On appuie sur un bouton, ça va nous mettre des carrés et des ronds en fonction des calcifications, des surdensités. En tomosynthèse, on peut aussi passer à travers des coupes. Il y a beaucoup de coupes en tomosynthèse, mais c'est un peu le même principe. En IRM, bien vous avez ici un sein où on a mis la graisse en noir, et ça, ce qui est un peu grisouille ici, c'est la glande, et ce qui est un peu plus blanc, c'est le rehaussement après contraste. Et on a un type de courbe ici, et puis on peut analyser si c'est persistant, s'il y a un plateau, s'il y a un lavage, et toutes ces zones-là sont analysées et nous donnent un facteur de risque de cancer invasif. Là, c'est évident. C'est là-dessus. On peut coloriser comme ici en bas à droite. Là, on soustrait tout, sauf ceux qui prennent le contraste. C'est une vue de profil du sein gauche. On peut le coloriser aussi comme ça. Vous voyez, c'est comme un peu une mammographie, mais on a que ce qui prend le contraste. Ici, on est derrière le sternum, donc on peut voir les gros vaisseaux, le cœur. Donc, c'est beaucoup plus facile à analyser pour nous. En mammographie, c'est un peu la même chose. Vous avez ici en bas une petite image stellaire dans un sein de densité C. Vous dites, est-ce qu'il y a autre chose? Il a marqué une chose, il a peut-être marqué un autre truc en bas. Donc ça, pour discuter avec les patientes, avec les médecins traitants, ou bien pour dire, voilà, c'est ça qui est pathologique, ça nous aide beaucoup. Nous, on l'a pas encore en couleur, mais vous voyez que ça aide beaucoup le radiologue. On augmente en tout cas de 10% la fiabilité diagnostique. Et puis dans les seins denses, c'est aussi très valable. En échographie, pour l'intelligence artificielle, il y a des logiciels qui sortent aussi maintenant. Là, vous avez des tumeurs claires en échographie qui sont ici avec des ganglions. Eh bien, là, on peut adjoindre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'échographie automatisée, des logiciels d'intelligence artificielle qui vont, au lieu de faire prendre, on va dire, 10 minutes au radiologue pour analyser, ça va prendre moins de 2 minutes. Et surtout, ça va classifier les examens qui sont normaux. On va pouvoir dire à la dame assez rapidement, vous n'avez rien, en partant quand on a fini l'examen, le temps qu'elle se rhabille. Et ça, je trouve que c'est un grand plus. Je connais pas encore de structure comme ça en Suisse, mais on va s'attacher à obtenir ce type de logiciel ici pour notre groupe en Suisse romande. Alors, il y a des recherches qui sortent maintenant là-dessus. Ça augmente la sensibilité de 92 à 98%. Ça diminue la nécessité de faire des prélèvements pour des anomalies qui sont finalement bénignes. Donc, ça diminue de 40% ce type de biopsie. C'est quand même pas rien. Par impact sur la dame qui a une anesthésie, puis un petit prélèvement, elle va peut-être revenir une deuxième fois. Puis surtout, ça a un coût. Une microbiopsie, ça va coûter, on va dire, avec le fait de faire l'échographie, la biopsie et l'analyse au laboratoire, entre 500 et 1000 francs, par exemple. Donc, il y a des études qui vont dans ce sens. On diminue les biopsies par rapport à ça. Donc, en conclusion, comment envisager le futur ? Est-ce qu'on va aller vers un dépistage plus personnalisé? Ça semble être la tendance. Et une des voies que vous pouvez retrouver sur Internet aussi, c'est la société PrediLife en France qui a mis au point, on va dire, un logiciel qui agglomère beaucoup de choses. On va estimer la densité mammaire, on va estimer les risques familiaux et personnels de la dame, et puis on va faire aussi parfois un frottis salivaire pour avoir une analyse génétique. Et en fonction de ça, on a un programme de suivi personnalisé
qui est pour les 5 prochaines années. On a ici le type de courbe qu'on va avoir. Il y a un risque qui est mis par un chiffre 1,2. Puis qu'est-ce qu'on va proposer chaque année? Une échographie, une mammographie, etc. Donc ça, c'était un dépistage personnalisé. Je pense que c'est une bonne piste. Après l'échographie automatisée, je vous en ai parlé, c'était 2 types d'appareillage. Celui-là, il va plus être fabriqué depuis cette année. Et celui-là, c'est chez GE, celui-là, c'est chez Siemens, pour pas faire de publicité. Donc, c'est une assistante médicale qui va placer, en fait, cet appareillage sur le sein de la dame. On va faire 2 ou 3 acquisitions. Ça, c'est une vision qui est traitée par, comment dire ça, des logiciels d'intelligence artificielle complémentaires à l'acquisition de base. Et vous avez là le mamelon. Vous avez le mamelon en 2-3 vues, puis il n'y a rien d'autre. Alors que s'il y a une anomalie, vous aurez du noir quelque part là autour. Hein. Donc voilà ici un exemple. Vous avez la région du mamelon qui est centrée par un point ici. Puis après, vous avez 2 zones noires. Vous pouvez aller les chercher en glissant le curseur dessus. Est-ce que c'est un kyste ou pas? Puis en fonction de ce que vous allez décider, vous allez reconvoquer la dame ou faire un complément tout de suite si vous le pouvez pour déterminer ce que c'est. Donc, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est simple, automatique, reproductible. On a des vues coronales. Pour les patients au sein dense, comme je dis, c'est reconnu aux États-Unis. Et pour les patientes jeunes qui ne souhaitent pas se soumettre à la mammographie, et ça permet un suivi précis parce qu'on peut caler d'un examen à l'autre pour avoir une reproductibilité. Et cette analyse automatique dont je vous ai parlé permettra aussi d'accéder à des reconstructions frontale, parce que ça c'est la vue d'acquisition naturelle. On peut reconstruire en sagittal aussi. Donc pour ceux qui pratiquent l'échographie, vous voyez que la résolution elle est bonne. Ça c'est 1 centimètre ici, donc on pourra voir quelque chose de 3, 4, 5 mm. Les logiciels assurent détecter tout ce qui est au-dessus de 5 mm. Donc voilà. Le 3e point de comment envisager le futur, ben, c'est surtout de meilleure information. J'espère que je vous ai appris quelque chose maintenant. Vous pouvez, par rapport à des liens Internet, trouver beaucoup d'autres éléments complémentaires parce qu'aujourd'hui, on peut pas trop s'étendre. Hein, c'est déjà bien plus que 3 quarts d'heure. Alors, je vous ai mis ici en boutade une petite image. J'ai appris un truc que je peux pas te dire. Hein. Le dépistage par le programme, c'est insuffisant pour toi. Et puis l'autre chose, c'est qu'une dame peut se dire, mais moi j'ai rien, j'ai personne dans ma famille, puis j'ai des gros seins gras, donc j'ai pas descendance, je risque rien. Faux. Donc si on veut changer les choses, ben, il faut agir. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ce topo, puis je voulais partager avec vous. Alors vous reconnaissez peut-être des personnes là-dessus, peut-être ça, ce qui est écrit, c'est un trait de leur caractère. Je vous laisse juge de l'histoire. Et puis en fait, j'ai pas résisté à vous mettre cette diapo parce que en bas à gauche ici, vous avez l'octoson. Il y a 45 ans, c'était des appareils d'échographie qui analysaient le sein des dames par-dessous comme ça. Puis ça, c'est bientôt le top du top, peut-être le QT ultrason. Il faut le dire comme ça, il est fabriqué en Californie, je devais le voir en mars, mais le Covid m'en a empêché. Hein, c'est pas de l'échographie transmise, c'est de l'échographie diffusée pour les puristes. Donc on va bientôt retomber sur ça peut-être pour faire de la détection automatique. Conclusion pratique pour vous les femmes, je vous ai résumé, c'est un peu en complément avec ce que je vous ai dit, je vais quand même le lire parce que comme ça vous avez un message pour vous et pour vos maris, en pratique au vu de tout cela. Alors, maintenant si vous faites une mammographie, il faut absolument faire une échographie complémentaire, même si c'est normal, même si vous faites le dépistage. Je dirais que celles qui font le dépistage des programmes, demandez à votre médecin, à votre gynéco de prescrire une échographie complémentaire si c'est pas prescrit par faire une mammographie et échographie radiation, c'est pas trop cher, c'est autour de 220 francs en Valais, par exemple. Hein. Quand on vaut, vous avez une plus grosse valeur de points, bon, vous allez payer plus cher, vous avez le lac, c'est normal. Si vous avez un antécédent proche, il faut commencer 10 ans avant la première femme atteinte dans la famille. Une maman à 45 ans, les enfants à 35 ans, on fait une première mammo pour voir la densité ou une échographie et une échographie tous les ans. Dès 40 ans, c'est sûr qu'il faut le faire. Savoir que tous les cancers ne donnent pas une boule, donc c'est pas parce que vous n'avez pas de boule que vous n'avez pas de cancer. Savoir que les cancers ne sont palpables qu'au-delà d'un certain volume, on l'a vu, et en fonction de la quantité et du volume du sein, de la glande mammaire. Certains cancers ne peuvent être dépistés que par la mammographie, ceux qui se manifestent que par des microcalcifications, c'est des in situ en général. Certains cancers ne sont visibles qu'à l'échographie et ne peuvent pas être dépistés à la mammographie. Et en cas de doute, on va parfois faire une IRM mammaire. Voilà quelques liens
qui vous sont encore proposées. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé d'avoir été plus long, mais j'espère que vous avez pu boire un verre en attendant. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Dominique, c'était vraiment très intéressant. J'espère que les coupures de son n'ont pas empêché de suivre. Donc je vais peut-être prendre un petit peu les questions maintenant que nous avons eues. Je vais peut-être commencer d'abord avec une question de Carole qui dit: nous sommes toutes différentes. Alors, est-ce que notre médecin a la possibilité de demander un examen avant 50 ans qui sera pris en charge? Alors, oui, chaque fois qu'il y a un symptôme, pour des douleurs au sein périodiques qui viennent avant et lors des règles. Ça, je pense que c'est vrai. Il ne faut pas, si on a une douleur à 25 ans, 30 ou 40 ans, se baser là-dessus pour prescrire. Par contre, si on trouve une autre anomalie clinique, si vous voulez, moi je dis toujours à mes collègues et puis à mes techniciennes, mes secrétaires, si une femme dit qu'il y a quelque chose qui a changé dans son sein, même si on n'a rien, on palpe rien, il faut la croire. Donc voilà, je pense que aussi le médecin traitant, le généraliste, le gynéco, il a cette vision. Bien sûr. Les femmes, elles sentent bien ce qui se passe dans leur corps, donc il faut les croire. Alors après, si vous mettez dépistage sur le bon d'examen, et puis que une assurance qui s'appelle presque comme le mot assurance demande le bon d'examen, eh ben, peut-être qu'ils vont vous retoquer. Oui. Donc, à la limite, s'ils vont vous rembourser, c'est des choses qui peuvent se faire. Je pense que les femmes qui ont des complémentaires, malheureusement, c'est bien pas la majorité, les assurances complémentaires ne rechignent pas. Après, voilà, qu'est-ce que c'est une échographie? C'est vrai que c'est de l'argent, 220 francs par année. Voilà. C'est le prix de la santé. On avait parlé tout à l'heure de dépister tôt. Je crois que ça, c'est vraiment le maître mot. Ouais. Alors nous, on va dans notre groupe, et je pense que d'autres aussi le font, c'est qu'on a commencé à appliquer dès l'année passée pour dire on va pas faire une mammographie chaque année, parce que si on est consciente que je vous ai présenté là, il faut qu'on change notre pratique aussi. Donc moi, je fais souvent maintenant, je recommande une échographie dans un an avec un cliché oblique de chaque sein. On va déjà là-dedans. Il faut aussi que les femmes et les gynécologues s'habituent à ça pour dire mais vous ne faites pas la même chose que l'année passée, pourquoi? Alors on leur explique. Voilà. D'accord. Très bien. Encore une question de Véronique. Si la proportion de cancer du sein chez les femmes de 30 ans sont en augmentation, à cet âge, elles ont souvent les seins denses. Comment les conseiller? Alors, là aussi, on ne parle pas de la problématique de qui paye. Mais une femme qui dit, mais moi, je suis d'accord de payer quelque chose pour être sûr que je n'ai pas un cancer qui va affecter ma survie. Ça veut dire que je vais faire quelque chose qui va me trouver tout cancer de moins d'1 centimètre. Bien, c'est l'échographie annuelle. Et à 35 ans, moi je dis il faut faire une oblique de chaque sein pour voir la densité mammaire. Ça, c'est pour des gens qui n'ont pas de facteur de risque dans la famille, etc. Voilà. Si quelqu'un, comme j'ai dit, a un facteur de risque chez la maman ou une sœur, je pense que la mammographie, une fois, il faut la faire. Bien sûr. Et après, tous les 3 ou 4 ans. Bien sûr. L'échographie des 30 ans, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais si vous dites, moi, je veux me prendre en charge, je veux éviter d'avoir un cancer du sein qui me surprenne, et je veux pas être dans les 10% de femmes de moins de 40 ans qui ont un cancer découvert par la palpation, ben, vous demandez une échographie annuelle chez un bon radiologue. Absolument. Tout à fait. Je crois que après, c'est toujours de voir quel est le prix après à payer lorsque la maladie est détectée plutôt que de venir en amont et prévenir. Absolument. Béatrice a une autre question. Donc le HER2, donc c'est un marqueur, pour ceux qui, c'est une caractéristique dans la carte d'identité de la tumeur. Béatrice demande, le HER2 est-il à haut risque de récidive? Voilà. Donc c'est effectivement un marqueur. Elle pose la question au radiologue, ne pourrait-on pas faire une IRM plutôt qu'une mammo tous les 6 mois? Quelle est ta réponse? Alors, je pense que de manière systématique, une IRM tous les 6 mois, c'est probablement trop. Je pense qu'il y a certaines situations
pendant une période de la vie d'une femme qui a été opérée d'un cancer du sein et puis on avait des doutes sur une autre anomalie sur l'autre sein ou sur le même sein, ça nous arrive de proposer 6 mois après la fin de la radiothérapie, parce que le sein il va être très inflammatoire pendant la radiothérapie, après la radiothérapie, de faire une IRM à 6 mois, ce qui fait souvent une année après la détection de la tumeur opérée, et de refaire parfois 6 mois plus tard. On va dire maximum 2 ou 3 fois. Puis après, on retombe sur une IRM annuelle. Mais chez les femmes à haut risque, on alterne une IRM annuelle et 6 mois plus tard, une échographie avec un cliché oblique ou 2 clichés de chaque sein. Donc ça, c'est les très hauts risques qui vont être suivis, qui ne vont pas avoir, on va dire, de mastectomie préventive. À ma connaissance, l'IRM chaque 6 mois, je n'ai pas de connaissance de protocole comme ça. Oui, c'est un petit peu élevé. On a eu encore d'autres questions. Est-ce que seul le radiologue est en mesure de nous communiquer le résultat, donc par exemple que nous avons les seins denses, ou est-ce que notre gynécologue peut également le faire? Je pense que c'est une question de collaboration entre radiologue et gynécologue, évidemment. Quelle est ta position? Nous, quand on voit les dames, alors il y a 2 volets qui arrivent comme ça, parce que c'est une mammographie, si elle est faite dans le cadre du programme de dépistage organisé cantonal, c'est le gynéco qui reçoit l'information qu'elle a des seins denses de type D et une échographie recommandée, gynéco ou généraliste. Nous, on donne l'information au gynéco par un compte rendu, et puis selon la manière de travailler avec les dames quand on fait l'échographie, moi je leur parle beaucoup. D'une part, ça les rassure, je leur pose des questions, je leur montre ce que je vois à l'échographie et je leur dis tout facilement parce que dans la manière de travailler, on voit d'abord la mammographie et on vient faire l'échographie en faire de l'échographie. Et puis voilà, quand on s'est présenté tout ça, on donne la catégorie du sein. Vous avez des seins denses, puis après on se pose des questions. C'est quoi des seins denses? Voilà. Je développe un peu, bien sûr, succinctement ce que j'ai développé aujourd'hui. Mais le gynéco peut rappeler parce que lui, il va recevoir et nous, on va marquer le type D et on va marquer une recommandation contrôle échographie dans une année en raison de seins denses. Bien sûr. Oui, tout à fait. Peut-être juste encore un petit mot par rapport au sein avec les prothèses. Il y a également des questions là-dessus. Tu n'en as pas parlé. Comment est-ce que ça s'inscrit dans l'imagerie? Peut-être si tu peux juste résumer de manière simple. Alors, les prothèses, c'est vrai que ça peut angoisser les femmes qui en portent de se faire comprimer les seins en disant j'ai un risque, ça va trop me serrer, etc. En principe, les techniciennes sont formées à repousser la prothèse en arrière pour avoir le maximum de glandes mammaires. Et là aussi, on retombe après sur le principe d'évaluer la densité mammaire et de rechercher des microcalcifications. C'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait faire un cliché oblique. Pas un cliché complémentaire ou autre. Un cliché oblique, c'est le cliché qui prend le plus de glandes et une échographie. Ça, c'est la base annuelle, on va dire comme ça. Et puis après, si on a des doutes là-dessus, on va facilement à l'IRM. D'une part, pour voir si les prothèses ont des complications. Ça, c'est symptomatique. Il y aurait déjà un problème signalé par la patiente et le médecin traitant par rapport à ça. Mais je pense que la prothèse, il faut faire confiance à la technicienne. Évidemment, parfois, c'est insupportable. Dans des petits seins, on va faire que l'échographie. Petits seins avec prothèse, on a peu de choses à prendre sur la mammographie. Ça arrive qu'on fasse que l'échographie. Ou alors, la femme choisit de faire l'IRM. C'est un choix aussi qui peut se discuter. Absolument. Oui. De mon côté, je pense aussi par rapport aux patients, ce qui est important de dire, c'est vrai que quand on détecte ces tumeurs, on parle toujours de cancer du sein, c'est vrai que le mot cancer fait peur, mais tu as relevé une chose très importante, c'est que quand on les détecte au stade T1, au début, on a donc un pronostic qui est absolument excellent, d'où l'importance effectivement d'aller faire ces dépistages, n'est-ce pas? Absolument. Je dirais que là, on a ce manque d'informations et par les médias, enfin par tous les canaux, je veux dire, oui, on trouve de l'information et de la fausse information. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus objectif possible avec ce topo. Et je pense que les femmes, j'allais faire un blasphème, dire un blasphème, sont intelligentes. Bon, ça, c'est un pléonasme. Hein, mais je dis, ça va, il n'y a pas de commentaire là-dessus.
Et c'est vrai qu'à 30, 35 ans, 40 ans, on veut pas se sentir malade, donc on veut pas penser au dépistage. Mais en fait, c'est une erreur stratégique, parce que maintenant, comme je l'ai dit, avec l'échographie, on peut avoir quelque chose de vraiment fiable Voilà. dans la grande majorité des situations. Je crois que ça, c'est aussi un des maîtres mots, hein, c'est qu'on va se diriger vers cette technique vraiment prometteuse et puis ben, l'intelligence artificielle. Est-ce que au niveau disons, la performance, hein, je crois qu'il y a eu des études faites entre des lectures par des radiologues et puis l'intelligence artificielle, combien de fois plus performante est l'intelligence artificielle dans l'analyse? Alors, on va dire qu'elle est égale à un radiologue pertinent en pleine forme. Voilà. Parce que le radiologue, il n'est pas toujours pertinent, il n'est pas toujours en pleine forme, il peut être distrait. Et ben, on voit dans ce qu'on appelle les cancers d'intervalle, dans le cadre des programmes, c'est des cancers qui arrivent entre les 2 années de convocation. Eh bien, la moitié des cancers, il y a à peu près 18% de ces cancers qui arrivent dans le cancer d'intervalle. La moitié, il y avait déjà quelque chose sur la radiographie de l'année passée. Et ça, l'intelligence artificielle ne va pas le rater. Et combien d'images maintenant, par exemple, dans les centres, de manière générale, sont lues par l'intelligence artificielle? C'est quoi la proportion maintenant? Alors, je pense que beaucoup de centres en Suisse romande, sont équipés de ces CAD, c'est Computer Aided Diagnosis. On appuie sur un bouton, puis il nous montre des choses, et puis nous, on dévalide. Il faut savoir qu'on peut mettre un curseur là-dessus pour dire montre-nous tout, et là, on passe du temps à dévalider, ou montre-nous ce qui est le plus suspect. Donc, voilà, on peut tourner un bouton par rapport à ça. Alors, je pense pas qu'il y ait... Alors, ça commence à venir maintenant parce que l'intelligence artificielle, en plus de ces cas, de ces ronds, de ces carrés, va nous dire quelle est la probabilité d'un cancer. On va nous mettre 98%, 50%, 30%. Et nous, on peut mettre un pointeur sur une zone qui nous interpelle et puis il va l'analyser. C'est pas tout à fait en temps réel, mais on espère l'avoir tout de suite. Il nous dit c'est 50% ou c'est 10%. Donc, en fonction de ça, on va l'intégrer nous-mêmes. Alors, il y a aussi des logiciels qui vont faire un compte-rendu un peu stéréotypé comme ça et le produire sous forme d'image ou d'images qu'on peut archiver, qu'on peut aussi envoyer au médecin traitant. Je pense qu'il ne faut pas fournir trop d'informations aux patients parce qu'après, ça pose beaucoup plus de problèmes de compréhension. C'est considéré comme un cancer héréditaire. Alors peut-être, voilà, je vais répondre et je te laisse aussi confirmer ça. C'est qu'on voit que donc les cancers héréditaires, évidemment, c'est vraiment une faible proportion, hein, 10% environ, 10 à 15. Mais on parle beaucoup d'épigénétique, hein, maintenant de plus en plus avec la modification dans l'environnement. Hein. On voit qu'il y a une explosion maintenant des cancers du sein, notamment chez les femmes plus jeunes. Alors, on attribue plein d'éléments, hein, l'environnement, le style de vie. Est-ce que c'est les hormones qui sont aussi dans l'eau? Est-ce que c'est les aliments recomposés? Il y a plein d'éléments. Mais clairement, on ne peut pas dire qu'un cancer après 50 ans est forcément héréditaire. Dominique, est-ce que tu peux compléter éventuellement? Alors oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je dirais que si on regarde la question par l'autre bout, on peut dire il faut penser à un cancer héréditaire quand il arrive avant 50 ans ou même avant Absolument. 40 ans. Absolument. Donc c'est là qu'il faut penser à aller rechercher des facteurs héréditaires avant 30 ans, avant 40 ans. Puis après, il y a aussi certaines typicités du cancer qui font penser à ça, des caractéristiques histologiques ou immunologiques. Ouais. Voilà. Mais c'est avant 40 et 50 ans. Absolument. Et c'est pas forcément, voilà, c'est pas une majorité. Ça, c'est important de le dire. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je regarde encore un petit peu. J'ai plus de questions là. Je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. En tout cas, Dominique, quelques mots pour la fin. Disons donc, Dominique, je rappelle, est spécialiste FMH en radiologie. C'est vraiment une personne en qui j'ai entièrement confiance, extrêmement compétent dans ce domaine. Donc, il a fondé le groupe 3R, donc vous pouvez aller voir sur le site internet. Il y a plusieurs centres. Il y en a combien, Dominique? On en est à 12 là pour l'instant. Voilà, c'est ça. On va s'arrêter là, peut-être. C'est pas pour l'année 2020. Voilà. Moi,
Voilà, merci Igor pour cette fin de topo. Je dirais juste que j'espère qu'on puisse arriver, comment dire ça, à vous motiver, vous les femmes, à motiver les soignants, à avoir une vision un peu différente et j'espère que les assurances vont suivre derrière. Vous pouvez poser la question quand vous changez d'assurance, ils prennent en charge une échographie annuelle, hein. En France, par exemple, pour le pelvis, c'est pris en charge, hein, pour la détection des problématiques pelviennes chez la femme. Enfin, j'ai entendu ça en tout cas. Et je pense que chez nous, on devrait aller. À nous de le démontrer, à vous, les gynécos, les femmes qui êtes enclines peut-être à aller dans le sens d'une échographie annuelle, et on pourra démontrer que c'est valable pour agir, non pas sur la mortalité, parce que c'est justement, je reviens là-dessus, on ne veut pas parler que de mortalité, Non. on veut parler de l'impact sur la vie des gens. Parce que si on trouve quelque chose de petit, c'est des coûts qui ne sont pas comptés dans l'assurance, hein. L'impact d'un lourd traitement sur la famille, le mari, je ne parle pas de la femme, les enfants, etc., c'est un impact de santé publique qui est énorme. Et je pense qu'il faut mettre tout ça dans le même panier de la réflexion pour aller vers des choses novatrices. En tout cas, moi, je vais me battre pour importer ce type d'appareillage. J'espère qu'on pourra en avoir un l'année prochaine déjà, justement à Montreux. En tout cas, je pense que tu as dû toucher la sensibilité de ces femmes parce que je vois beaucoup de commentaires très positifs. Les gens sont contents. Ils ont trouvé ça intéressant. Merci, Monsieur Fournier. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant. Fantastique. Donc, génial. Voilà. Donc, merci à vous. Félicitations encore d'être là. Après déjà, on est quoi, à 1h15 hein, de présentation. Donc voilà, donc ce webinaire sera mis en replay. On vous redonnera, pour ceux qui sont là, les informations pour pouvoir le revoir. Je pense que beaucoup de femmes doivent pouvoir voir ça. En tout cas, parlez-en aussi, mesdames, autour de vous, de l'importance d'un dépistage, surtout un dépistage précoce, et puis de l'évolution, surtout de ces techniques de dépistage. Merci encore à tout le monde. Merci Dominique. Et puis, Merci. à tout bientôt. Toute Et bonne soirée. on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Alors, juste le temps qu'on sorte. C'est toi qui me déconnecte, Igor, ou bien? Ouais, on est déconnecté. D'accord. Je regarde juste. Est-ce qu'on est déconnecté? Non, pas encore. Il faut que tu appuies sur ton bouton départ. Ok. Bon, on est encore là. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Visiblement, il ne veut pas dire au revoir, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.